bienvenue sur Europe 1 dans notre rendez-vous du vendredi soir, dans cette libre antenne qui est à vous pour vous exprimer au 39 21 en toute liberté, en toute confiance sur ce qui vous touche ou vous préoccupe. En cette veille du week-end, nous allons retrouver nos proches, conjoints, enfants, parents, amis, et ces retrouvailles du week-end donnent parfois lieu à des conversations enflammées. On imagine trop souvent que tout le monde devrait avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées et les mêmes croyances que nous, et nous avons beaucoup de difficultés à permettre à nos proches d'avoir des réactions différentes des nôtres devant certains problèmes et certaines questions. Pourtant, ces différends qui nous séparent, le droit pour chacun d'utiliser son expérience comme il l'entend et de lui donner la signification qui lui paraît juste, tout cela représente le plus riche potentiel de la vie. Tout être est comme une île au sens le plus réel du mot et il ne peut construire un pont pour communiquer avec d'autres êtres que s'il est prêt à être lui-même et s'il lui est permis de l'être. Alors ce soir, dans la libre antenne, je vous propose de construire des ponts, de faire l'expérience de nous accepter, ce qui signifie d'accepter les sentiments, les ressentis, les croyances qui constituent le réel et le vital de chaque personne et de nous aider mutuellement à devenir des personnes distinctes des unes des autres. Plus nous sommes prêts à reconnaître ce qu'il y a de réel en nous et chez l'autre, moins nous avons le désir d'essayer à tout prix de le changer. Ici au 39-21, nous faisons l'apprentissage de l'écoute et du respect de la parole. Quentin et Corentin sont là pour recevoir vos appels et c'est Rémi Vivian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 39 21. Au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Sophie. Merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Je suis très émue parce que ça fait à peu près un peu plus d'un an que je vous écoute. Oui. Et ce soir c'est mon tour et je m'y attendais vraiment pas. En fait, c'est arrivé très vite. Oui. Et vous osez, comme j'ai posté sur la page Facebook de la Libre Antenne, voilà, vous osez Lisa, et c'est merci. exactement ça. Voilà. En fait, ce soir je me suis dit pourquoi pas moi, parce que c'était l'occasion. J'ai été toute seule et j'avais un moment à moi. Oui, voilà. bien Donc fait. Merci. D'habitude c'est les autres que j'écoute et j'ai tellement des fois envie d'intervenir ou de les aider. Enfin, j'ai pas mal d'empathie pour les autres. Alors voilà, ce soir je me suis dit peut-être que vous pourriez me donner des conseils parce que je vis un moment un petit peu difficile au niveau personnel, familial et au niveau du travail. Donc ça fait beaucoup en même temps. Ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup pour mes épaules. Donc commencer par le commencement, c'est que il y a quelques années, 5-6 ans, j'ai fait une dépression assez grave. Oui. Et je pensais vraiment pas que je serais une personne à faire une dépression. C'est venu, tout est né autour d'un incident donc que je tairai. Peu importe, il y a eu un phénomène déclencheur. Et là, toute ma vie, en fait, a été bouleversée et je me suis retrouvée dépressive du jour au lendemain alors que j'étais gaie, j'étais enjouée, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse et tout s'est écroulé. Oui, donc ça a fait très mal parce que je suis tombée de haut, je me suis moi-même surprise et comme je suis quelqu'un d'assez excessif, et dans la dépression j'ai été excessive, mais vraiment, je me suis laissée envahir par la douleur et une petite douleur qui était au départ est devenue une douleur généralisée. Donc, je me suis retrouvée à avoir mal partout, enfin, quelque chose d'assez incroyable. Et ça a été difficile, j'ai mis 1 an, 2 ans à m'en sortir. Mon conjoint m'a beaucoup soutenue, il a cru en moi. Même s'il y avait quand même des problèmes au sein de notre couple qui ont fait que j'ai craqué. En tout cas, lui, il m'a pas lâché et il a toujours cru en moi et finalement, on a réussi à passer ce cap. Et j'ai fait une psychothérapie. J'ai vraiment cherché à savoir qu'est-ce qui m'arrivait, pourquoi ça m'arrivait, parce que ça m'est tombé dessus. Mettre du sens. Et à aller jusqu'au bout des choses. Et ça a marché. J'ai vraiment réussi. C'était comme une renaissance. J'ai changé.
Je suis devenue quelqu'un d'autre tout en gardant ma personnalité, mais en osant en fait taire tout ce que j'avais eu jusqu'à l'âge de 38, 39 ans, hein, ça m'est arrivé à 38 ans. Voilà, et des petites douleurs. Alors au début, on m'a dit que j'avais une maladie qui s'appelait la fibromyalgie. Bon, qui n'en est pas vraiment une, en fait, c'est un syndrome. J'ai beaucoup étudié, j'ai vraiment affronté les choses. En fait, une psychothérapie bien menée m'a permis de venir à bout de tout ce que je pouvais ressentir et j'en suis ressortie. Parfois avec des petites tensions musculaires quand je me crispe, mais vraiment quelque chose de tout à fait vivable alors que j'ai vraiment été au fond du trou. Hein. C'est le cas souvent dans ce que vous décrivez très bien, ce qui vous est arrivé du processus où on contient tout d'un coup ça explose et la dépression permet en fait, quand on fait effectivement le travail que vous avez mené avec courage, avec lucidité, avec acharnement, j'ai envie de dire, à ce moment-là on se retrouve. On se retrouve tel qu'en soi-même et avec authenticité et quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus construit. Et vous le décrivez très bien. On se retrouve grandi avec ce qu'on ne veut plus. Et à partir du moment où on comprend pourquoi on a souffert dans des années sans pouvoir l'exprimer aux autres, en fait, on comprend qu'il faut qu'on change son rapport aux autres. Et si on arrive à le faire, c'est vraiment gagnant et on en ressort grandi. Donc voilà, ça c'était une expérience. Mais en fait, ce soir, je m'en suis sortie, j'ai remis un pied à l'étrier, j'ai retrouvé un travail, je me suis stabilisée et mon mari était très fier de moi. Enfin, c'était une... Et le couple est reparti du coup. Voilà. Et le sort s'est un peu acharné parce que quelques années après, on a appris d'une façon tout à fait par hasard que mon conjoint avait un cancer. Et ça nous est tombé dessus. Et c'était terrible. Et puis il était déjà quand même relativement avancé. Et voilà. Donc depuis, on vit avec ça. Donc c'est une personne très forte qui se bat. Oui, c'est vous qui êtes à ses côtés maintenant. Oui, exactement. Mais en même temps, je suis à ses côtés. Mais en même temps, comme c'est une personne très 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 forte, avec un caractère très fort. Qu'est-ce que c'est qu'une personne très forte? C'est une personne qui veut pas se laisser aider? Qui veut pas être malade, qui veut se laisser aider, mais qui veut pas qu'on s'apitoie sur son sort, et qui ne veut pas montrer une image de quelqu'un qui ne veut pas endosser le statut de quelqu'un de malade. Donc ça, c'est déjà énorme. Bon, ensuite, je veux pas trop te donner des détails à l'antenne, mais il y a eu des biopsies, des choses qui ont fait que il a pu bénéficier d'un traitement un peu particulier, qui était moins lourd que les autres, donc qui a fait qu'il a pu maintenir une vie quotidienne normale, travailler, etc. Donc, du coup, la maladie se fait moins sentir dans le foyer. Parce que quand on arrive à mener une vie normale et à l'affronter, c'est plus léger quand même si on est plombé par ça et qu'on y pense sans arrêt. Ne serait-ce qu'avec les enfants, on en parle moins, puisque ce qui est important, c'est ce qu'on vit. Et c'est ce que les gens, le regard et l'image qu'on donne. Donc, voilà. Donc, on s'en sort pas trop mal, mais... c'est quand même difficile parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, parce qu'en fait, on a eu quelques occasions dans des périodes de crise, de résultats, de parler, d'aller au fond des choses et de parler des choses graves qui pourraient arriver. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas. Donc, c'est peut-être mieux. En tout cas, nous, on fait comme ça. Je crois que chacun fait comme il peut. Oui, bien sûr, comme il peut. C'est juste. Oui, voilà. Et le fait est que moi, j'ai peut-être je pense qu'il doit y avoir des moments de solitude terribles, c'est très très dur, mais moi j'ai aussi beaucoup de mal, je souffre beaucoup. Je suis retournée voir quelqu'un pour essayer de m'apaiser, mais bon, finalement là j'arrive un petit peu au bout parce que je crois que j'ai un peu en moi toutes les clés et que ce que j'ai à vivre, je dois le vivre et que avec de l'aide ou avec pas d'aide, de toute façon, ça c'est ce que je dois vivre en ce moment. Donc voilà, j'en suis là et le fait est que quand j'allais mieux, j'ai retrouvé un travail, mais comme je suis quelqu'un qui prend beaucoup les choses à cœur, mon travail déborde et je prends trop les choses à cœur. En plus, j'ai choisi un travail qui est très stressant et où il y a beaucoup de gens jeunes, beaucoup plus jeunes que moi, je suis pas vieille non plus, mais donc j'ai pas mal de pression et j'ai toujours envie de montrer aux autres, de prouver ce que je sais faire ou ce que je peux faire, mais la situation, elle est difficile dans ce travail parce qu'on n'a pas tous les outils en main pour travailler d'une façon confortable. Vous faites quoi comme travail?
Non, vous n'avez pas envie d'en parler, d'accord. Ouais, je travaille dans l'événementiel, donc c'est un milieu quand même qui est sportif. Voilà. Et donc, vous savez, l'événementiel, il y a des pics, il y a des préparatifs, donc il y a du stress. Oui. Et même si on essaye de tout bétonner, il y a toujours des trucs de dernière minute, et donc on peut pas. C'est pas un travail de fonctionnaire. On est obligé d'y penser la nuit quand on se lève. Voilà. Donc du coup, c'est un peu lourd parce que je suis pas tellement considérée dans mon travail, même pas du tout. Pas plus que les autres, hein. Je suis pas un vilain petit canard, je me porte pas en victime, mais c'est de façon générale dans cette entreprise. Et moi, je crois que j'ai besoin de beaucoup de reconnaissance, de par mon passé, de par ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, le fait que j'étais pas sûre de moi, et que je me retrouve à 45 ans pratiquement à toujours vouloir prouver des choses. Et je crois que tant que je ne serai pas sortie de là, et c'est pour ça que je vous appelle, je vais m'arrêter de parler, puis je vais vous laisser parler, parce que là, je vous appelle vraiment pour écouter de vos conseils, mais je voulais d'abord que vous ayez cerné un peu ma personnalité. Je pense que tant que je ne serai pas sortie de là, de ce concept, je n'arriverai pas à être heureuse, parce que quand même, l'important, c'est d'être épanouie. Et là, finalement, je me dis que ce qu'il faut que je vive, c'est le moment présent, parce que j'aime de tout cœur mon conjoint et j'ai envie de profiter de nos enfants, de notre vie, de ce qu'on peut faire ensemble, parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Et en même temps, je suis partagée parce que je vis avec une personne qui est un petit peu envahissante au niveau du caractère, qui a tendance à être Pygmalion et à vous manger un peu votre personnalité. Et le fait de travailler me permet d'avoir cet espace où je suis moi et où je peux exister. Alors donc, justement, du coup, Lisa, voilà. De quoi êtes-vous fière ? Je suis fière de mes enfants. Oui. Mais quelle est, si je prends votre vie professionnelle ou même là votre vie de couple quand vous accompagnez votre mari, quand est-ce que vous vous trouvez entre guillemets, voyez au niveau ou bonne ? Quand est-ce que vous êtes fière de vous, de ce que vous faites ? Souvent. Voilà. Pas souvent. Ouais. Parce que vous me parlez finalement du regard des autres, hein, de la reconnaissance extérieure, et qu'il y a un moment dans la vie et dans lequel je pense que vous commencez à aborder, hein, qui est un signe de maturité, quand on passe du moment où on cherche à prouver aux autres, à se prouver à soi-même. Et finalement, se prouver à soi-même est quelque chose d'excessivement nourrissant. Et notamment dans le travail, mais aussi dans les relations. C'est-à-dire ce sentiment de fierté de soi, pas au sens narcissique du terme, mais au sens de plénitude, d'être bien ancré, bien raccord avec ses valeurs, avec aussi la notion au travail du bien faire son travail, hein, ou d'être assis sur des compétences, et qui permet à un moment donné de lâcher tout ce qu'on a à prouver aux autres. Prouver aux autres, c'est quand on démarre dans la vie et qu'on est jeune, effectivement, on va dire, tout à prouver. Et puis, c'est l'intérêt de vieillir, parce qu'il en faut quelques-uns quand même, c'est que tout d'un coup, on calme un peu ça, parce que on est un peu assis sur des années d'expérience, des années de vie. Vous avez fait un travail sur vous. Mais dans mon cas, je pense que le manque que je ressens, c'est que j'ai pas tout dit. Enfin, j'ai pas vécu tout le temps en France. J'ai vécu beaucoup à l'étranger, en expatriation, et donc j'ai suivi mon conjoint. Donc j'ai eu beaucoup d'interruptions dans mon travail. Et même si relativement jeune, j'ai eu des jobs qui étaient intéressants, j'ai jamais été vraiment jusqu'au bout, dans la mesure où ma vie est faite de ruptures. Oui. Et en fait, il y a un sentiment de manque de racines. Et il y a une sensation de non-aboutissement à quelque chose, comme quelqu'un qui aurait fait une carrière toujours dans le même corps, que ce soit, je sais pas, fonctionnaire voilà. Mais c'est pas une histoire de fil continu, parce que vous avez une compétence qui s'exerce à chaque fois, même si c'est des lieux, des collègues différents, des pays différents, vous avez un tronc commun de compétences qui s'exercent, hein, vos capacités. Et c'est ça qui vous crée une solidité. Et quand je vous entends, j'entends pas justement
ses racines, c'est-à-dire le fait de prendre racine à l'intérieur de soi, qui permet d'être dans la fierté ou le sens que nous donne notre travail, ou même, vous voyez, quand vous êtes dans votre couple, tout ça finalement crée beaucoup d'épaisseur quand on est dans le fait que notre vie, nos actions, nos valeurs, tout ça donne du sens, et c'est bien nous qui sommes là, et ça calme un peu le besoin de prouver aux autres, un peu comme, oui, je vais prendre l'image comme si on prenait de l'épaisseur, hein, on s'épaissit au sens symbolique du terme. Alors vous, qu'est-ce qui vous permettrait au regard, parce que quand même un énorme travail sur vous, une grande dépression, voilà, vous étiez courageuse, aujourd'hui vous accompagnez votre mari, vous avez repris un travail, et puis il y a encore voilà, quelque chose peut-être très en surface, encore, hein, qui est un peu, voilà, la surface de vous-même, sur ce regard des autres, ce besoin de prouver. Et peut-être que si vous tournez le regard un peu plus profondément vers vous, vous y trouverez peut-être des racines un peu plus profondes dans le plaisir, par exemple, que vous avez à faire le travail que vous faites. J'ai l'impression qu'en ce moment, j'en ai un peu moins. Enfin, j'en ai plus. Vous en parce avez que plus. Je suis tellement inhibée par la peur de rater, par les remontrances ou les remarques, ou par l'imperfection. Et ça m'inhibe, et finalement, je n'arrive plus à prendre du plaisir, en fait, je crois. Je crois que vous avez touché quelque chose en disant le mot plaisir, parce que en ce moment, j'ai du mal à éprouver du plaisir, tout simplement. Et qu'est-ce qui vous permettrait d'en éprouver ? Qu'est-ce qui vous manque ? Parce que ce qui me manque, peut-être, c'est un petit peu de légèreté, et c'est peut-être au fond de moi de faire des choses dont j'ai vraiment envie, mais peut-être que l'autre ou les autres autour de moi ont pas forcément envie. Et du coup, la vie passe, et puis je fais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, même si c'est des choses insignifiantes et toutes légères. Vous pourriez me donner un exemple ? Par exemple, moi j'adore faire les magasins, j'adore m'acheter des habits, et même si c'est pas des choses de valeur, mais j'aime changer de tenue, je suis coquette, et puis c'est des choses que je fais plus parce que je me suis mis à corps perdu dans le travail, et puis parce que on a tous des soucis plus ou moins de sous, et puis je culpabilise de dépenser des sous. Donc je suis toujours en fait dans le devoir, j'ai l'impression. Et puis pas tellement dans me dire, puis quand je vais chez le coiffeur ou que je m'octroie quelque chose, j'ai toujours besoin de me dire, allez, quand même, tu peux faire ça une fois pour toi, mais... Oui, tu l'as quand même mérité, mais vous culpabilisez. Ouais, parce que après je me projette dans l'avenir, je me dis peut-être que dans quelques années je pourrais pas le faire parce que je serai seule, ou il y a une espèce de démon en moi qui se remet en route en permanence, et j'arrive pas à profiter, en fait. Oui, vous mettez une pression en vous disant, on ne sait jamais, tout ce qui est pris maintenant, c'est une sécurité, un peu comme vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête, comme un instinct de survie, et vous dites, vite, il faut que je puisse profiter de quelques petits plaisirs avant qu'on m'enlève tout. C'est ça, aussi, il y a de ça dedans, il y a de la peur de l'avenir et de l'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Alors du coup, ce que je voudrais savoir, c'est que du coup, ce travail, je commence à relativiser, puis je me dis que c'est pas si important. Et bon, surtout qu'en plus, je suis très mal payée. Donc, je travaille un peu pour la gloire. Donc, je me dis, avant de te perdre ou de continuer à aller contre un mur, ou je sais pas, peut-être tu ferais bien de réagir et en même temps, je pense que de partir, ce serait renoncer, et ce serait comme un échec pour moi, et je mérite pas ça. Alors, tout dépend, Lisa, là c'est là où il faut prendre un peu de recul et faire la part des choses. Il y a d'une part la pression que vous vous mettez au travail, et celle-là elle est dangereuse, parce que plus vous vous mettez de la pression sur la performance, moins vous vous trouvez bonne, et plus vous augmentez votre pression pour être finalement au standard du niveau de perfection que vous vous êtes donné. Et ça, vous savez, c'est l'antichambre du burn-out, ce qu'on appelle la maladie des battants. C'est des gens performants qui se mettent la barre très haut et qui ont le sentiment de pédaler plus vite, mais d'avancer moins vite. Et à un moment donné, ça, c'est l'épuisement physique, psychique, moral, à tous les niveaux. Et donc, j'ai l'impression que je suis un petit peu comme ça. Oui, j'entends. C'est pour ça que je vous mets en garde, parce que là, je le repère immédiatement. Et je pense que c'est très important pour vous au travail.
certes, c'est très bien d'avoir des critères et des exigences de qualité, de performance. Maintenant, il y a une grande différence entre le travail qu'on vous demande de faire et puis celui que vous vous dites que vous devez faire. Et si vous vous dites que le travail que vous devez faire est plus important que celui qu'on vous demande de faire... Oh non, mais on me demande, vous inquiétez pas, on me demande. Oui, on vous demande. Mais si vous mettez une pression, voyez, de résultats encore plus forte pour avoir à prouver aux autres et pour pouvoir taire une angoisse... Ça devient infernal. C'est surtout que finalement, au lieu de taire l'angoisse, vous ne la faites qu'augmenter. Vous savez, quelquefois, les êtres humains, c'est quelquefois en tant qu'être humain, on trouve des solutions à nos problèmes qui sont des problèmes en eux-mêmes. Et que vous, la solution que vous avez trouvée pour être moins angoissé, c'est de pédaler plus vite, mais moyennant quoi, comme ça vous épuise et que vous trouvez que vous êtes finalement moins performante parce que plus fatiguée, forcément, ça n'arrange pas du tout votre problème et vous finissez par douter de vos propres qualités, de votre performance. Donc là, dans un premier temps... dans un cercle vicieux, là. Exactement. Donc dans un premier temps, c'est ralentir le rythme. En faisant taire la culpabilité, c'est un syndrome de toute puissance. C'est penser que je m'en veux parce que je pourrais faire en fait beaucoup, beaucoup mieux. Et je suis toute puissante sur ce que j'ai à faire. Alors... lâchez un peu de toute cette pression de puissance, de perfection, de performance que vous vous mettez. Lâchez un petit peu, descendez un petit peu vos critères et lâchez un peu de pression en prenant du recul. C'est-à-dire en objectivant, en étant objectif le plus possible par rapport à ce qu'on vous demande, à vos missions. Et puis, quand vous me dites, mais ce serait bête de renoncer parce que quand même, il faut que je m'accroche, donc je sens un espèce de passage en force. La question sur le fait de renoncer, c'est choisir, mais à un moment donné, qu'est-ce qui est tenable ou pas ? Tenir, c'est une chose, mais tenir quand c'est intenable, c'est stupide. Donc, soit on tient. Alors, et là, mais j'ai pas la réponse. C'est est-ce que la situation professionnelle que vous vivez est tenable ? Parce que si elle ne l'est pas, vous allez dire non, mais il faut que je tienne. Mais là, c'est sûr que vous allez dans le mur parce que c'est pas tenable pour vous. J'entends encore une fois pour vous, pas de façon générale. Sinon, est-ce que c'est tenable parce que finalement j'ai les critères qui me vont bien, j'en sais rien, le lieu, l'ambiance de travail, le type de mission, le salaire. Vous voyez, après vous avez vos critères personnels qui font que le travail vous intéresse, vos collègues, j'en sais rien. Encore une fois, tous les ingrédients de votre travail vous conviennent. Et à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie quoi tenir ? Et là, on revient à ce que se disait précédemment sur l'aspect de performance. Ouais. Donc, vous avez un arbitrage, en fait, Lisa, à mener entre vos forces, vos ressources, et n'en utiliser que les bonnes pour pouvoir vous ressourcer. Parce que si vous êtes tout le temps en performance et vous me dites, moi, ma ressource, c'est de faire un peu les boutiques, c'est d'aller chez le coiffeur. Et si vous vous privez de cette ressource dans laquelle vous n'y mettez aucun plaisir, c'est plus une ressource. Ça devient quelque chose qui empêche d'être encore... ou c'est pas bien parce que je prends ce temps-là ou je vole ce temps-là sur mon niveau de performance. Mais non, en fait, c'est de la ressource. Il y a bien un moment donné, on n'est pas des robots. Ok, on travaille, on donne beaucoup, mais il y a des endroits où on doit se ressourcer. Alors, avec nos amis, avec des moments, avec les boutiques, avec j'en sais rien, le coiffeur, tout ce qui vous fait du bien, ce qui vous convient à vous, mais trouver de la ressource. Donc, et que ce soit pris comme tel. Parce que vous pouvez pas passer votre temps à être un petit hamster qui court dans la roue. Vous allez vous épuiser. Et puis après, il faut regarder les ingrédients même de votre travail, les éléments, voir si ils vous conviennent et sinon se dire je reste pas. Enfin, il y a tout cette enquête à mener pour vous. D'accord. Ouais. Il y a Jean-Pierre qui dit il faut savoir renoncer, être moins perfectionniste, profiter. J'avais le même ressenti que vous. Un cancer m'a arrêté dans mon élan. Je vais en guérir et je vais aussi changer de vie. Un mal pour un bien. Et c'est intéressant le témoignage de Jean-Pierre. On voit aussi les gens qui font des burn-out et qui sont hospitalisés, donc dans des états parfois excessivement graves. Quand ils reviennent dans leur vie, il y a 5 ans. Ouais. Et c'était un burn-out aussi, votre dépression, c'était lié au travail ? Oui, moi j'ai été très forte, je l'ai fait, mais sans travailler. D'accord. Donc un épuisement psychique. Oui, donc attention, parce que ça veut dire... travailler, je me mettais déjà la barre très très haut. Oui, mais ça dit quelque chose de vous, Lisa. Ça dit que vos warnings, vos clignotants,
peut-être qu'il s'allume, mais vous voyez pas la lumière, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez, on a tous des systèmes de warning qui se déclenchent, mais quelquefois on est dans le déni, on veut pas les écouter. Et donc ça rejoint, et vous avez, j'imagine, vous l'avez travaillé, mais je vous encourage à continuer là-dedans, sur qu'est-ce que c'est pour vous qu'être un peu vulnérable, être un peu fragile. Et vous me parlez de votre mari qui est très fort, et maintenant on peut faire le lien sur cette image de force de la famille, de couple. De quelle façon vous vous mettez pas aussi à un niveau pour montrer, moi aussi je peux être forte, je suis sortie de la dépression, mon mari est un homme fort, nous sommes une famille forte. Vous voyez, il y a toute cette histoire qui se raconte dans la famille, et aussi vous dans votre métier, et qui est un écueil quelque part, parce qu'on n'est pas tout en force. C'est le chêne et le roseau, vous savez, La Fontaine, on n'a rien raconté de mieux. Le roseau, il plie mais ne rompt pas. Et le chêne, il y a un coup de vent, il se déracine sur une forte tempête. Donc c'est l'image du roseau que vous devez garder, Lisa. Le petit roseau. Et le roseau, il paraît un peu fragile, un peu vulnérable, mais n'empêche, il est fort. Ouais. Et vous, c'est vraiment travailler sur l'acceptation de votre vulnérabilité. Vous n'êtes pas toute puissante. Vous n'êtes pas une surfemme, vous êtes une femme avec, comme nous toutes et comme nous tous êtres humains, voilà, avec nos failles, des choses qui nous sont plus difficiles qu'à d'autres. On est tous différents sur ce plan-là. Et l'acceptation de ces vulnérabilités est une ouverture vers nos forces. Et là-dessus, vous allez pouvoir vous appuyer beaucoup plus que d'être un grand chêne. C'est ça. Ouais. Il y a Liso qui dit elle a beaucoup de force, de ressources en elle, elle a les atouts pour faire face à l'adversité. Il y a des phases plus difficiles, mais elle doit garder confiance. Travailler aussi votre confiance. Ma confiance, Ça revient sur ce que je vous disais, sur le regard de l'autre, le regard que vous portez sur vous-même. Et là, peut-être que vous arrivez justement à ce moment-là de votre travail sur vous, qui est de maintenant que vous êtes sorti de la tempête et que vous arrivez dans des eaux, alors j'allais dire un peu plus calmes, je dis un peu plus calme parce que c'est pas si calme, non. Mais les eaux que vous traversez en ce moment vous invitent à tenir compte de votre vulnérabilité, de celle de votre mari, même s'il ne veut pas la reconnaître. Vous voyez, ça va être ça, la mer que vous allez, sur laquelle vous allez naviguer, c'est celle-là aujourd'hui, Lisa. C'est sur la vulnérabilité, pas sur la performance et la force. La force, vous savez faire. Oui, je crois. Ouais. Il y a Valette Cœur qui dit la montagne la plus haute ne le sera jamais plus que le brin d'herbe qui pousse en son sommet. Soyez ce brin d'herbe. Oui. Je vous remercie beaucoup parce que je pense que ça m'a. Oui, ça vous a éclairé, Lisa. Éclairé. Oui, soyez douce envers vous-même. Oui, d'accord. Bon courage à vous, Lisa. Merci beaucoup aux personnes qui m'ont donné des conseils. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Et je continue à vous écouter. Au revoir. Merci. Lisa. Bonsoir, Nathalie. Allô. Oui, bonsoir Nathalie, bienvenue. Bonsoir Sophie, Oui. Voilà, je vous téléphone parce que là j'ai perdu mon mari il y a à peu près depuis le mois d'août, quoi. Oui. Puis depuis à ce jour, je n'arrive pas à m'en remettre, je fais que pleurer. Et on était fusionnels tous les deux, vous voyez. Bon, mais j'avais pris ma retraite, donc tout allait bien, et puis pour le mieux, quoi. Il me dit on va partir parce que j'ai tous mes enfants dans le Var. Oui. Et puis depuis à ce jour, mes enfants n'ont pas voulu parce que moi j'habite du côté de Paris. Oui. Donc ils m'ont dit maman tu vas pas rester toute seule dans cette maison et tout. Et puis tout compte fait, je suis ici, je suis bien sans être bien, quoi, parce que je veux retourner chez moi. Mais je ne sais pas. Alors mes enfants me disent il faut que tu partes, il faut pas que tu restes là-haut, tu vas sombrer. Mais moi je vous dis depuis que je l'ai perdu, parce que si vous voulez on avait une différence d'âge tous les deux, mais si vous voulez c'était un homme extraordinaire. Il me considérait comme son petit enfant, quoi. Donc voilà. Alors depuis ce jour je n'arrive pas. Je suis allée voir les prêtres, me voyez de temps en temps, et ils m'ont dit écoutez, il est toujours près de vous, vous inquiétez pas. Mais j'arrive pas. Alors quand je vais dans les supermarchés, je vois des couples et tout, c'est pas que j'en suis jalouse, mais ça me fait un petit pincement parce que je me trouve toute seule, quoi, parce que j'ai quand même moi j'ai 62 ans. Donc j'arrive pas à m'en remettre. Alors je vais chez les docteurs avec le stress, il m'est sorti des petits boutons, ce n'est pas grave, bien sûr, mais voilà. Alors je sais pas. Alors, Nathalie, vous avez passé combien d'années ensemble? 26 ans.
Oui, on se remet pas en 5 mois du départ d'un homme avec lequel on était heureuse et avec lequel on a passé 26 ans. Oui. Ah oui. C'était un homme, je vous dis, extraordinaire. On peut pas dire davantage parce que c'est pas possible d'avoir perdu une nature comme ça, très gentil, très. D'autant plus que j'ai été mariée auparavant. C'est mon conjoint, on va dire mon mari, 26 ans, donc c'est lui qui m'a élevé mes propres enfants et tout, donc vous voyez, et j'ai un petit pincement. Alors, je ne sais plus comment faire. Est-ce que je vais rester là-haut? Est-ce que je vais pas? Parce que ça se vend pas. Est-ce que vous avez, en fait, parce que vous avez envie de rester près de lui, en tout cas dans le lieu où vous avez vécu tous les deux pour le moment, pour vous c'est plus. Oui. Actuellement, je suis dans le Var, chez mes enfants. Mais je ne sais pas si c'est-à-dire, je ne suis pas assez forte. Vous savez, je vois que ma soeur a perdu ses enfants, son mari, mais je ne sais pas, ça dépend des caractères et la morphologie. Et des histoires, je ne sais pas si je vais être bien ou je vais mémoriser ou est-ce que je vais vendre. Alors, je suis en train de me passer un petit... Pourquoi vous ne feriez pas un essai? Vous n'êtes pas obligé de prendre une décision. Est-ce que vous êtes obligé de prendre une décision aussi radicale? Est-ce que vous ne pouvez pas faire un essai de quelques semaines, quelques mois pour voir comment vous êtes? Avec mon mari, on avait déjà décidé de partir de là, parce qu'on avait toute la famille ici. Mais bon, vous savez, comme je dis, les enfants font leur vie, je ne veux pas faire de bêtises en disant je plaque tout et puis après me rendre, vous voyez, parce que bon, avec les enfants, c'est pas le top non plus, à part ma petite, quoi. Mais c'est pas le top avec mes garçons, quoi, parce que on devait me monter sous 15 jours et puis maintenant ça fait 7 mois que je suis ici, donc j'ai pas mal d'affaires à prendre. Là, vous êtes dans le sud actuellement, Nathalie? Oui. D'accord, oui. vous êtes voilà, et vous avez gardé le logement que vous avez avec votre mari en région parisienne, d'accord. Oui, je suis et en fait, d'accord, donc vous hésitez dans le choix que vous allez faire. Est-ce que vous alors comme parallèlement, je ne conduis pas, en plus de ça. Donc pour mes courses et tout ça, ça me fait un petit peu, vous voyez, il n'y a pas de bus, il faut... Oui, bien sûr. Il n'y a rien du tout. Mais oui. Donc, vous êtes plus dépendante, vous êtes moins autonome. Voilà, je ne conduis pas. Mais alors, en vous écoutant, Nathalie, je suis en train de me demander, est-ce que vous n'êtes pas aussi partie là-bas parce que c'est le projet que vous aviez avec votre mari, un peu en réalisant? Non, c'est pas ça, d'accord. Non, du tout, parce que le prix de l'immobilier ici, vous savez, c'est pas donné. Donc. Non, mais peut-être pour réaliser le projet que vous aviez ensemble. C'est-à-dire non, du tout, parce que je veux dire que bon, quelque part, je ne sais pas, je sais pas. Vous avez écouté vos enfants? J'écoute personne, en fait. Non. J'écoute personne parce que... Mais quand vous dites, est-ce que ça va me faire du bien, quoi, de tout lâcher, de rester dans le sud ou de remonter en région parisienne? Non, je veux rester justement vers là-haut. Oui. Mais ce que je veux dire, faire des voyages. Et puis bon, la solitude me pèse, vous voyez. Bien sûr. Ce que je veux dire. Alors, j'ai dit, comme j'ai mes enfants, ils me disent, mais maman, tu vas... Alors, c'est pour ça que j'ai dit, si je pourrais pas rencontrer de suite, mais même faire des petites sorties, des petits trucs, vous voyez, quelqu'un même qui est célibataire, vous voyez, parce que des fois je vous entends au téléphone, comme là hier soir j'ai entendu une dame aussi qui avait 70 ans, et que bon, c'est vrai, j'entends, et donc voilà, j'ai dit si des fois je pourrais avoir un coup de téléphone, bon bien sûr je veux pas non plus que ça soit des rigolos non plus, parce que moi vous savez je me méfie, je veux pas non plus, vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ne serais-je que de sortir ou de, vous voyez. Mais voilà, vous avez des amis, vous avez des amis là où vous étiez avant en région parisienne? Non, justement, j'ai vous avez plus d'amis? J'ai travaillé dans un centre hospitalier toute ma vie. Et puis, je vous dis, j'ai eu ma retraite que l'an dernier, quoi. Donc, je suis très bien restée avec mes copines de travail. Mais bon, chacun, ils ont leur vie, chacun, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, moi, ce qui me plaît, c'est qu'avec mon mari, je sortais beaucoup en voiture, on sortait à droite, on sortait à gauche. Et là, me retrouver, à la rigueur, j'aurais le permis et tout. Bon, mais ça me ferait quelque chose sans me faire, c'est sûr, mais bon, on est indépendant quand on a une voiture. Mais là, alors c'est pour ça que j'hésite, est-ce que je vais vendre et acheter
plus près pour que je sois en ville. Mais après, je me dis, les gens que je peux côtoyer, que je peux rencontrer, me disent toujours et votre mari, et votre mari, et votre mari. Et ça m'angoisse. Alors, est-ce qu'il ne faut pas que je change carrément de ville pour être neutre? Est-ce que, voilà, je me pose beaucoup de questions. Ah, c'est-à-dire que les gens que vous allez retrouver là où vous habitiez avant vont vous demander des nouvelles de votre mari. Voilà. Et vous craignez. Alors, ils croyaient que ça je vous suis rende partie, triste. parce qu'on a toujours dit, quand je serai en retraite, on partira dans le sud. Mais comme, entre-temps, je suis venue directement ici. Oui, en même temps, Nathalie, vous avez des liens, vous avez certaines racines, que ce soit dans le sud ou en région parisienne, et que même si vous croisez des gens qui vous disaient votre mari, il y aura effectivement un moment d'émotion intense pour vous, mais ça peut créer du lien aussi, de gens qui vous diront j'apprends la nouvelle, vous êtes toute seule, venez déjeuner, venez dîner. Enfin, vous savez, vous êtes dans un tissu. En plus, vous avez vos repères. Je sais pas, après, c'est une question de votre caractère aussi. Est-ce que vous le sentez de redémarrer à zéro? Voilà, je suis, si vous voulez, j'ai un caractère, vous savez, les gens du Sud, ils ont un sacré caractère, comme on dit, mais après, je tombe au chaos. Vous voyez, quand je pense que je m'en suis occupée jusqu'au bout, j'ai fait tout pour mon mari, j'ai même pris du mi-temps pour mon mari, pour m'occuper de lui, parce que j'étais aide-soignante là-bas, donc vous voyez, donc j'ai toujours travaillé, donc voilà. Mais Nathalie, j'ai l'impression que vous êtes étonnée, voire presque vous me demandez, vous me dites je vais voir des médecins, des prêtres, presque si c'est normal de pas vous en remettre au bout de 5 mois, mais moi j'ai envie de vous dire mais c'est rien 5 mois. 5 mois d'un deuil où vous vous attendiez pas et on s'y attend pas, enfin voilà, ce genre de choses. Que vous aviez des projets, que vous avez passé 26 ans d'une très jolie relation avec votre mari et ça fait 5 mois, 5 mois, il n'y a pas de remède contre ça pour moins pleurer et que ça passait le temps. Le seul remède, Nathalie, c'est le temps. Oui, c'est le temps. C'est le temps. Alors évidemment, aujourd'hui, vous ne vous en remettez pas et c'est juste parce qu'il va falloir du temps. Ben oui, je sais. Et ça, vous pouvez pas accélérer. Je dis souvent sur cette antenne, le temps ne pardonne pas ce qu'on fait sans lui. Et que si vous accélérez le temps, il va pas. Voilà. Après, il y a, comme on dit, un retour de bâton ou un retour de manivelle, et que 5 mois d'un deuil qui est pour vous douloureux parce qu'il bouscule, il chamboule complètement votre vie. Comme vous dites, j'ai plus d'autonomie, lui conduisait, voilà. J'ai plus rien, parce que même, je vous dis, quand il y avait les fêtes, tout ça, c'est lui qui s'occupait de tout. Il était pour la maison. Il me dit, bon, écoute, je prépare tout, ne t'inquiète pas. Comme il savait qu'il ne pouvait pas trop manger des matières, parce que compte tenu de l'iode et tout, il me faisait plaisir. Il me dit, écoute, je vais manger un petit peu pour te faire plaisir, mais ne te gêne pas, prends ce que tu as besoin, ne te prive pas pour moi. J'allais travailler, le matin, il me bordait le lit, le soir, il me bordait le lit, il me faisait mon café, il me couvrait, il me mettait comme un enfant. Et tout ça, j'ai perdu tout repère. Je ne sais plus comment oui, comme une enfant, vous savez, Nathalie, c'est pas autonome. Nathalie, oui, mais une enfant, c'est pas autonome. Quand un enfant perd son parent, il a besoin d'un adulte. Et vous dites, j'ai tué une enfant dans ce couple. Donc vous n'avez pas créé dans l'âge adulte votre autonomie. Donc c'est très douloureux. J'étais toujours coucounée, quoi. Jamais j'étais à l'abandon. Et là, je me retrouve n'importe quoi. Pourtant, j'ai eu du puisque je vous dis, je travaille dans les centres hospitaliers depuis 1979. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé à des cas vraiment... bien sûr, Nathalie, mais vous savez, l'autonomie, elle est sur des plans différents. Elle est sur le plan affectif. Dans le couple que vous formiez avec votre mari, vous dites, j'étais un peu comme une enfant. Et donc, aujourd'hui, affectivement, pourquoi vous souffrez tant? C'est que vous n'êtes pas... comme vous dites, c'est beaucoup plus dur pour vous, du coup, parce qu'il y a tout un chemin. Voilà. Et que ce chemin-là, vous allez, il faut grandir d'un coup, mais c'est douloureux. C'est douloureux. Mais oui, bien sûr.
Et il n'y a pas de remède si ce n'est le temps d'apprivoiser à la fois. Oui. Ouais, j'ai des amis qui me disent, parce que tu habites pas loin de Paris, est-ce que tu pourrais pas te mettre sur un site, rencontrer quelqu'un? Mais c'est trop tôt, Nathalie. Qu'est-ce que vous allez faire avec? J'ai dit, mais je sais bien, mais même, vous voyez, ne serais-je même, je vous dis, une sortie, mettons, sortir, voir d'autres personnes, parce que où je suis, si vous voulez, c'est un petit village, en fait. Et donc, il n'y a rien, il n'y a pas de, vous savez, c'est pas, on va se mettre dans une association, on verrait du monde, vous voyez, c'est pas le cas, vous comprenez? Donc, j'ai dit, bon, j'ai dit, si au pire, je peux quand même. Comment on pourrait avoir pas des relations, non, parce qu'on arrive à un certain stade, chaque chose à ça, mais de dire oui, d'avoir des amis, des amis, de faire des sorties, d'avoir, comme vous dites, un peu un compagnon de route ou un ami, faire des choses ensemble, ensemble. Alors, des fois, j'ai dit parce que des fois, j'entends au poste, tiens, je vous dis, j'ai entendu la personne, à 70 ans, j'ai dit 70 ans, c'est quand même un âge, mais après, j'ai dit, si, des fois, il y a des auditeurs qui écoutent et tout, je dis, si je peux trouver quelqu'un du côté de la région parisienne, c'est pas trop loin de chez moi. Donc, vous voyez, faire des trucs comme ça. Oui. C'est sûr que je vais y penser à mon mari, c'est sûr. Mais c'est l'histoire de dire, après, je ne veux pas tomber sur un rigolo. Oui, mais ce que vous disiez, Nathalie, c'est qu'en croisant des gens qui vous connaissaient, ça fait un cercle d'amis qui vous diront, venez, partagez un repas. Mais donc, petit à petit, justement. Vous me dites que vous allez croiser des gens qui vont vous demander ce qu'est devenu votre mari. Non, c'est des gens si vous voulez, d'un certain âge. C'est des gens qu'on côtoyait quand on est allé boire un café. C'est pas des gens qu'on était vraiment, vous voyez, des relations, boire un café chez moi, sortir, non, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens que quand on allait boire un café, on allait faire un petit quintet ou un petit loto. Voilà, c'est des gens comme ça. C'est pas des gens vraiment intimes de connaissances qui venaient manger à la maison, tout ça. Parce que je sais que des fois, on arrive à la maison, on connaît, vous savez, des fois, pas besoin de connaître des gens, des fois, on connaît des personnes, juste pour boire un café et tout, des relations. C'est comme ça que j'ai une amie qui me disait ça, qu'elle avait des problèmes encore plus graves que ça, son mari. Elle m'a dit, tu vois, pourtant, je travaillais à la mairie. C'est au suite d'une soirée. Et reprendre un petit travail associatif, avoir une activité, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours pareil, je n'ai pas de véhicule, parce que même je pourrais faire un petit peu travailler chez des gens, faire si vous retournez en région parisienne, voilà. Parce que si vous remontez... moi j'habite pas vraiment, moi je suis à 1 heure de Paris, quoi, on va dire 1 heure et demie, quoi, c'est pas tout à fait Paris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai dit, si des fois que à l'antenne, au poste ou quoi, que quelqu'un pourrait téléphoner, de dire, vous voyez. Oui. Alors je précise toujours des gens comme vous, Nathalie. J'en profite pour dire aux auditeurs, c'est pas un site de rencontre. Non, mais c'est pas un site de rencontre, la Libre Antenne, Nathalie. Donc ça peut être une chaîne d'entraide, de solidarité, où des gens effectivement peuvent s'appeler, vous entendre. Mais j'en profite de vous entendre pour passer le message que c'est pas sur la Libre Antenne. Voilà. Non. Par contre, il y a Internet, ça marche très bien, et on peut y faire des rencontres. Voilà, c'est ça. Donc peut-être que vous avez des amis qui vont pouvoir vous accompagner dans cette démarche. En tout cas, Nathalie, je vous souhaite du courage pour les mois que vous allez traverser, et que soyez dans votre douleur. Bien sûr. On peut lui donner mon numéro. Bien sûr, on le fera. On le fera toujours. On le fera comme on le fait dans cette émission. Bon courage à vous, Nathalie. Merci. Au revoir. Bonne nuit à vous. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1 et on retrouve Loïc Loury pour les informations. Bonsoir Loïc.
vous écoutez Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct pendant encore 1 heure. Cette antenne qui est à vous au 39 21 pour nous confier un peu de vos joies et de vos peines. Un lieu de partage et d'échange où nous nous écoutons et nous nous répondons. Quentin et Corentin sont là pour vous y accueillir avec attention et c'est Rémi Vivian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit. Vos commentaires sont précieux pour aider les auditeurs et m'inspirent bien souvent des éléments de réponse. Vous pouvez également dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels au 39 21. Pour parler à Sophie Petters, appelez le 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Juliette. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Je vais essayer de formuler ma question. Ça va peut-être pas être très facile parce que j'ai l'impression qu'il faudrait que je raconte toute ma vie, sinon ce serait trop long. Donc je vais en venir tout de suite à la situation actuelle. En fait, ma question elle est aussi parce que je suis en mauvaise relation avec mon fils aîné. J'ai bientôt 70 ans, je vis divorcée, je vis seule. J'ai 3 enfants, 3 garçons de 42, 41 et 37 ans. Et j'ai 5 petits-enfants. Et c'est avec l'aîné de 42 ans que ma relation est difficile. D'ailleurs, avec également sa compagne. Oui. Et mon fils et sa compagne sont parents de 2 petites filles de 7 ans et demi, 1 an et demi. Je suis particulièrement attachée à l'aîné, que je vois d'ailleurs tous les mercredis. Oui. Alors la mauvaise relation avec mon fils, elle est depuis longtemps. J'ai l'impression que c'est un garçon qui a du mal à être heureux tout simplement et qui a tendance à me le reprocher. Ouais. Et ce qui fait d'ailleurs que peut-être moi aussi je culpabilise par certains côtés. Oui. C'est-à-dire j'ai du mal à être heureux s'il ne l'est pas et je me rends bien compte que je peux pas non plus exiger qu'il le soit pour l'être. Bien sûr, et puis que c'est un adulte maintenant. Oui, c'est un adulte. Voilà. C'est un adulte. Mais ça, je crois que c'est effectivement quelque chose qui est toujours difficile quand comme c'est un adulte qui par ailleurs se plaint de lui-même. Qui dit que sa vie est pas satisfaisante, j'ai tendance à donner des conseils et ensuite ces conseils sont mal pris et voilà par exemple c'est un exemple de moment où la situation devient conflictuelle et où on en vient à des mots quelquefois très désagréables. Oui. Et alors par exemple, il y a un moment où je ne sais pas comment je dois agir, c'est quand il y a des cadeaux, par exemple au moment des anniversaires, au moment de Noël, je trouve ça quand même sympathique d'essayer de faire un cadeau. Oui. Et là, par exemple, la dernière fois, il a tendance à me dire non, je ne demande rien. Il commence par refuser. Bon, après, finalement, il accepte, mais il a du mal à se réjouir de ce cadeau et du coup il vous frustre. Oui, exactement. Il me frustre du plaisir longtemps. De faire un cadeau qui ferait plaisir. Voilà, c'est ça. Et donc, je sais plus trop comment agir vis-à-vis de lui. Par exemple, je vois tous les mercredis, je vois ma petite fille et souvent je la ramène à la maison. Et même là, est-ce que je reste sur le pas de la porte? Est-ce qu'on se parle un peu? Vous finissez par vous faire un peu des nœuds dans la tête en vous disant quelle attitude je dois avoir. Et lui-même, je sens qu'il est... Sur la défensive. Il a du mal à être aimable avec moi, même si quelquefois il va dire quelque chose, viens, tiens, prends un verre, etc. Mais alors que le courant passe bien avec votre petite fille en plus, avec ma petite fille, je comprends bien. Oui, donc elle doit peut-être. Elle a quel âge votre petite fille? Elle a 7 ans et demi. Ah oui, d'accord. Donc elle fait pas de commentaires sur le fait que son papa soit un peu froid avec. Si, elle fait. Qu'est-ce pas qu'elle seulement. dit? C'est aussi des commentaires avec aussi sa maman. Oui. Mais
bon, peut-être que, faut dire que moi, j'ai sans doute pas su tenir ma langue aussi. J'ai souvent dit des choses peut-être pas forcément agréables pour les parents, parce que quoi, par exemple? Il est vrai que j'ai j'ai une façon de vivre qui est très différente d'eux, parce que eux sont bohèmes, dépensiers, alors qu'ils n'ont pas assez d'argent et que la famille a été obligée de les aider financièrement pour se loger, et que tout ça a créé aussi des précédents qui ont mis un petit peu beaucoup de parties de la famille en conflit les uns avec les autres, les frères, la sœur, ma sœur, du fait d'un enfant qui profitait maintenant de son grand-père qui est mort maintenant, mais pour être logé, et disons que cette partie-là de toute façon est passée, mais ça a laissé, si vous voulez, des tensions dans l'air. Oui, comme un reproche un peu larvé de quelque chose qui n'était pas clair sur l'aide, ou sur comme une forme de dépendance ou de dette. Il y aurait une dette, forme de dette. Voilà, voilà, tout à fait. Vous savez, le vocabulaire souvent des relations emprunte à celui de l'argent, faire payer à quelqu'un, être en dette. Il y a ça aussi. Là, il y a de l'argent qui est vraiment de l'argent. Oui, voilà. Voilà, il y a vraiment des dettes. Et il y a vraiment des dettes. Il y a vraiment des dettes. Alors c'est peut-être ça qui tend un peu la relation. Et là, je fais le parallèle quand vous parliez des cadeaux de Noël, où finalement il est là vous dire qu'il a besoin de rien parce qu'il se sent en dette, peut-être, et qu'il ne vit pas bien. C'est ça. Mais surtout à l'âge adulte. Alors que d'un côté, j'aimerais qu'il fasse des efforts, qu'il fasse des économies. Oui, que ça le rende courageux. Voilà, oui, pour prendre en charge la charge de son logement, parce que c'est quand même pas a priori à moi à le loger, bien sûr. Ni à la famille. Et de toute façon, même si la famille l'aide, c'est pour qu'il marche dans le même sens, c'est pas pour qu'il tire dans le sens contraire. Mais vous voyez, c'est assez immature comme comportement, parce qu'il vous fait payer l'aide comme si finalement c'est un peu entre guillemets de votre faute s'il prend pas ses responsabilités parce que vous l'aidez. Ça crée de la dépendance, Oui, mais vous parlez d'immaturité. Souvent, et d'ailleurs moi, lui-même m'en a parlé, il m'a dit, mais écoute maman, depuis que j'ai 15 ans, tu me demandes d'être adulte, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire d'être adulte. Et justement, et même à 40 ans, et je n'ai pas compris ce que c'est d'être adulte. Il faut être responsable. J'ai l'impression que maintenant, ce que je lui dis maintenant, parce que peut-être qu'il y a eu un moment où j'étais trop stricte, maintenant j'ai l'impression d'avoir mis quand même de l'eau dans mon vin, à force de ces conflits où j'ai toujours essayé quand même qu'on arrange les choses à la fin du compte, parce que je me suis dit c'est pas possible, on peut pas rester comme ça pendant des années sans se voir. Bon, il y aurait que lui et son ami, il n'y aurait pas les petits-enfants, on pourrait éventuellement couper complètement les ponts, dire écoutez, vous voulez vivre d'une certaine façon, nous ça nous plaît pas, tant pis, chacun vit heureux de son côté, et puis... mais là vous vous sentez responsable des enfants, mais alors en étant là-dedans aussi, vous lui enlevez sa responsabilité. Alors après, il faut trouver le juste milieu. Je comprends qu'il ait besoin d'être aidé. Alors après, c'est aussi, Juliette, une histoire de posture, dans la communication que vous avez avec lui. C'est que c'est difficile, c'est que en grandissant, on continue à être le parent de ses enfants, sans voir qu'en fait ils deviennent des adultes, et on change pas de mode de communication, c'est-à-dire que dans le ton, dans la façon de dire les choses, dans les mots qu'on emprunte, on s'adresse finalement à eux comme si ils étaient encore des enfants. Or, ce sont des adultes. Et là, Juliette, tout en étant bien sa maman, dans la façon de lui dire ce que vous avez à lui dire, il faut bien que vous ayez à la fois à l'esprit et à l'intérieur de vous intégré que vous parlez à un adulte et plus à un garçon qui a 15 ou 20 ans. Autrement dit, c'est lui dire, voilà, je t'ai élevé. Vous voyez, même s'il est immature comme vous. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est l'inviter à grandir. Parce que si vous vous adressez à lui en tant que garçon immature et pas homme adulte, vous lui renvoyez une image qu'il a effectivement toujours pas grandi, et vous lui demandez de grandir.
Et il se l'est dans l'incapacité parce qu'il est déjà grand, donc il comprend pas de quoi on lui parle. Et ça ne l'invite pas parce que ça le range, ça le cadre dans l'âge que vous décidez de lui donner. Et vous ne lui donnez pas l'occasion d'avoir, je sais pas, oui, il a 42 ans. Alors là, vous vous adressez à quelqu'un de 42 ans et il va falloir que vous soyez bien dans cette posture-là vis-à-vis de lui. Mais je suis bien de votre avis, mais c'est malgré tout c'est difficile. Oui, bien sûr. Effectivement, j'ai d'autres de mes enfants qui sont plus adultes, et bien automatiquement je parle à eux comme à des adultes. Voilà. Et ben peut-être ça peut vous aider ça d'ailleurs, c'est-à-dire que la façon dont vous vous adressez aux deux autres, d'essayer de garder ce même angle-là, cette même posture, avec les mots ou les propos qui conviennent. Autrement dit, ça signifie lui dire voilà, je t'ai élevé, enfin tout ça c'est derrière moi, et moi la difficulté que j'ai, c'est que ça ne correspond pas aux valeurs que je t'ai enseignées, et je n'arrive pas à suivre là-dessus parce que bien sûr tu es adulte, tu es libre et tu as la vie que tu veux mener. J'ai pas d'avis à avoir là-dessus. Simplement à partir du moment où je suis amenée à t'aider. Il faut comprendre que ça heurte en fait tout ce sur quoi je t'ai élevé, et donc on a une relation qui devient bancale. Oui, lui parler comme un adulte de qu'est-ce qui se passe entre vous, et pas lui dire j'attends que c'est-à-dire qu'il est en capacité de comprendre que ça vous met vous et lui dans une situation pour le moins délicate, puisque ça fait de lui toujours votre petit garçon, enfin un jeune homme, et vous toujours cette maman qui doit le tenir ou l'élever. Mais je veux dire, par exemple, quand il ne répond pas à plusieurs mails ou SMS et même téléphone, et que... Vous faites quoi dans ces cas-là ? Pardon, et que même quelquefois, il va jusqu'à dire « Ah oui, mais tu me bombardes de SMS ou de... » Bon, je lui dis « Mais je suis désolée, tu n'as pas répondu premier, donc je repose la question. » Oui, mais Juliette, à ce moment-là, vous conduisez avec lui comme s'il était un ado, c'est-à-dire comme s'il était censé devoir vous répondre. Or, c'est un adulte qui a en fait... Il a le droit de ne pas me répondre. Exact. C'est une impolitesse, pourtant. Oui, bien sûr. Pour vous estimez effectivement que c'est de la politesse, mais il est complètement aussi en droit de prendre cette liberté de ne pas vous répondre. Donc, à un adulte, que ce soit mon enfant ou un autre, je ne dois pas reprocher de ne pas répondre à un mail. Ou de ne pas répondre plusieurs fois, parce que on peut ne pas répondre une fois de temps en temps, mais... J'entends tout à fait, Juliette, que ça puisse vous choquer. En même temps, on voit des gens qui effectivement ne répondent pas, et que là, lui, vous voyez, se met dans une posture adolescente de rebelle, en fait. C'est-à-dire que en vous disant oui, mais tu me bombardes de mails, donc c'est ta faute si je ne te réponds pas. Il joue avec vous à l'adolescent. Il joue à être adolescent avec vous. Donc ne pas faire remarquer ni à mon fils ni à ma belle-fille, par exemple, qu'ils n'ont pas répondu à plusieurs, par exemple, de... Non, vous en envoyez plus. Parce que là, vous créez une attente et vous-même, vous montrez que vous attendez absolument une réponse, donc vous lui demandez d'obéir. Or, il a passé l'âge de vous obéir. Mais c'est pas une histoire. Et quand il s'agit, par exemple, d'organiser les vacances de Pâques avec la petite fille et un petit cousin, et qu'il faut quand même des réponses. Bien sûr. Des temps, des limites. Vous formulez comme envers un adulte, c'est pas comment, c'est pas normal, vous me répondez pas. C'est j'attends, j'ai vraiment besoin de votre réponse pour pouvoir m'organiser, et que au-delà de cette date, mais comme on ferait avec quelque chose. Vous voyez, comment dire, presque dans le droit. Beaucoup plus professionnel. Au-delà de cette date, je ne pourrai plus prendre de dispositions. Donc, il vous faudra prendre d'autres dispositions pour les vacances, parce que j'aurai organisé, moi, mes vacances autrement. Et si, à cette date, je n'ai pas votre réponse, voilà
voyez, vous allez vous adresser à eux comme à des adultes, parce que là, vous vous adressez à eux comme à des enfants, ils vous répondent comme des enfants. C'est dans les relations humaines, entre adultes, s'il y en a un des deux qui prend une posture de parent et qui s'adresse à l'autre depuis ce parent-là, à l'intérieur, en face de vous, vous allez trouver une posture d'enfant. C'est-à-dire que vous infantilisez l'autre, sans vous en rendre compte, bien sûr, tous est inconscient, en pensant le faire grandir. Et en fait, au lieu de le faire grandir, il s'infantilise devant vous parce que vous avez pris un attribut de parent, qu'en plus, en l'occurrence, vous êtes. Alors que si vous vous adressez en tant qu'adulte à un autre adulte, en faisant confiance à cet adulte, et peut-être cet adulte, comme vous dites, sera mal élevé, vous répondra pas, mais vous allez l'amener à grandir, parce qu'à un moment donné, ils vont être un peu obligés de vous répondre, parce qu'ils vont se retrouver embêtés avec les vacances des enfants, par exemple. Et ça arrêtera ce jeu incessant, immature et d'adolescent. Parce que plus vous prenez votre figure de parent pour vous adresser à eux, plus eux vous répondent depuis une figure infantile, en fait. Et quand il se passe, par exemple, une chose désagréable avec la compagne de mon fils, là, qui par exemple avait refusé de venir à une fête de Noël organisée par la famille depuis longtemps et sans prévenir, même à la dernière minute, et qui n'a pas eu d'excuses, et qu'ensuite, si elle me voit justement à l'occasion de récupérer la petite fille, par exemple, le mercredi, elle va toujours ne rien dire et vouloir m'embrasser comme du bon pain. Personnellement, moi, ça me choque. Et vous avez fait quoi ? Vous avez dit quelque chose ? Comment vous avez fait à ce moment-là ? Là, sur le moment, j'ai rien dit, mais après, il y a eu un autre moment où il y a eu un clash, qui n'était pas prévu parce que je suis allée à l'école pour autre chose et on s'est rencontrés. Je pensais pas que ce serait elle, je pensais que ce serait mon fils et du coup, bon, il y a eu un clash. Oui, vous aviez un peu gardé ça de côté. On s'est dit des choses désagréables. Mais bon, voilà, de temps en temps, ça craque. Oui, surtout que les choses n'avaient pas été dites à ce moment-là. Mais vous voyez, comme le dit Brigitte, ne pas répondre est une réponse qui est à entendre. Et sans doute, et René qui ajoute, oui, il a le droit de ne pas répondre, et peut-être que il vous sent un peu trop intrusive, et du coup, ne le supportons plus, il fait un peu exprès. Mais surtout là, Juliette, dans une situation comme ça, vous pouviez dire à la sortie de l'école, bonjour, on s'embrasse comme du bon pain. Ah ben moi ça m'a fait de la peine. Ou vous voyez, vous parlez de vous, de ce que ça vous a fait qu'elle ne vienne pas et qu'elle ne réponde pas, mais sans l'accuser. Et encore une fois, le fait, et je reprends le sens du message de Brigitte, le fait qu'elle ne vienne pas à la réunion de famille, qu'est-ce que ça signifie ? Et peut-être c'est intéressant de le savoir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, dire, bon, on t'a regretté à la réunion. Vous voyez, de lui dire, on t'a regretté à la réunion, et moi j'étais un peu triste que tu n'y sois pas, mais peut-être que tu avais tes raisons, et je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Voilà. Et vous ouvrez, c'est une question ouverte, et vous ouvrez le dialogue. Si vous le sentez, encore une fois. Mais ça vous permet de parler de vous en disant, moi ça m'a fait quelque chose, mais voilà, dont acte, je peux, mais j'aurais besoin de comprendre, parce que comme ça m'a fait de la peine, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Il y avait peut-être une volonté ou il y avait un empêchement. Est-ce que c'est un empêchement? Est-ce que c'est une volonté de pas venir? Bon, elle est libre. Encore une fois, vous êtes entre adultes. Il y a de fait, des comportements adultes. Donc, ils sont libres ou pas. Ils ne vous doivent rien, si ce n'est bien sûr le respect, la politesse. Vous allez me dire, ils vous doivent tout ça. Mais vous ne pouvez pas les forcer à ça. C'est trop tard. C'est plus un enfant, votre fils, et votre belle-fille non plus. Oui, et ça, je sais. Là, l'éducation, c'est terminé. Oui. Voilà. Mais. Oui. Il y a Monica qui dit, il y a quelques années, mon fils se mettait à mentir, et quand j'ai insisté pour une réponse, maintenant je n'insiste plus, et du coup, il s'excuse quand il finit par répondre. C'est lui qui va finir par être mal. Vous allez voir, si vous mettez un peu de distance et que vous prenez acte, et surtout vous changez complètement de comportement et de mode de communication avec eux, ils vont être très étonnés. Ne partez surtout pas dans les reproches qui font d'eux des gamins en face de vous. Parce que vous êtes la mère et comme dit Brigitte, elle dit vous parlez plus de règles, de codes, de politesse et d'impolitesse que de sentiments.
Elle a raison, d'accord. Brigitte. Parce que pas de reproche. Par exemple, quelquefois, je me dis, mais c'est quand même un comble. J'ai pas le droit de me mettre en colère. Quand je suis en colère, je voudrais pouvoir me mettre en colère. Ah si, et vous du pouvez. fait que ce sont mes enfants, je me dis qu'il faut que je montre. Non, pas du tout. Qu'il faut que. Non, bien sûr que si, vous pouvez vous mettre en colère. La main, Non, Juliette, vous pouvez vous mettre en colère, mais expliquez pourquoi. Enfin, c'est une colère froide, vous voyez, sans se mettre à crier, de dire je suis très contrariée, ou ça m'a mis très en colère, ou je suis absolument furieuse. Plutôt que sous la forme d'un reproche. Oui, moi je suis très en colère, je suis furieuse. Comme ça, voilà, c'est ça. Voilà, et ça m'a vraiment contrariée, ou ça m'a fait de la peine, ou j'étais furieuse, parce que quand vous faites ça, ou quand vous avez dit ça, je l'ai très mal vécu. Point barre. Ça vous appartient. Je crois que mon fils a déjà dû répondre à des mails un petit peu dans ce sens-là, d'accord. en disant oui, mais ta sensibilité, j'en ai assez. D'ailleurs, moi, je suis quelqu'un de trop sensible à cause de toi. Voilà, bon. Oui, donc là, vous êtes dans des crises un peu passionnelles entre vous tous, et peut-être d'ailleurs que votre belle-fille cherche à se protéger de ça. Et c'est peut-être pour ça qu'elle va pas dans les réunions. Hein. Elle a peut-être voulu s'extraire de quelque chose qu'elle se sent ni de gérer, ni de participer. Hein. Donc peut-être qu'elle se met un peu en protection de ça, votre belle-fille. Peut-être c'est pas contre vous, elle le fait pour elle. Hein. Quelquefois on fait pas les choses contre les autres, mais on les fait pour soi. Et il est possible que votre belle-fille se dise bon, c'est mon mari et sa mère, moi je vais pas me mêler de ça, et je vais m'essayer de comme si vous dites qu'elle vous embrasse comme du bon pain en allant à l'école alors qu'elle n'est pas venue à une réunion de famille, c'est qu'elle a pris une décision, elle, sans doute, de se protéger de quelque chose. Et peut-être que voilà, elle a craint des reproches ou des choses comme ça. Donc voilà, adressez-vous à eux comme si, pas comme si, en qualité d'adulte. C'est pas comme si c'était des adultes, ce sont des adultes, et comme si c'était pas des enfants. Mais moi, du coup, je dois admettre, par exemple, je dois laisser faire qu'on s'embrasse comme du bon pain, alors que je voudrais qu'on éclaircisse les choses. Mais vous pouvez vous embrasser comme du bon pain et juste derrière dire, écoute, je suis heureuse que tu m'embrasses comme ça, parce que j'étais vraiment très contrariée, voire furieuse que tu ne sois pas à la fête de famille, et je suis même étonnée que tu m'accueilles comme ça. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre ? Parce qu'elle, manifestement, si elle vous faisait la tête, et si c'était contre vous, elle vous aurait même pas dit bonjour à la sortie de l'école. Donc son comportement dit quelque chose. Et vous pouvez vous en servir en tant qu'information. Parce que pour moi, c'est une hypocrisie qui me met très mal à l'aise et que j'ai du mal à accepter. Vous croyez qu'elle est hypocrite ? Quelque chose. Non. Si elle me disait au contraire, je suis désolée. Non, mais c'est vous qui n'êtes pas à l'aise. Oui, mais vous êtes un peu déstabilisé par le fait qu'elle soit à la fois sympathique et agréable avec vous, alors que le comportement pour vous, vous est antipathique. Vous trouvez qu'elle a un comportement antipathique dans les actes qu'elle pose, mais quand elle est là, je prends l'exemple de la sortie de l'école, elle est sympathique avec vous, donc vous dites elle est hypocrite. En fait, sans doute, voilà, et sans doute que c'est pas ça, parce que on tient pas longtemps un comportement hypocrite, et vous dites embrasser comme du bon pain, on voit l'image, c'est chaleureux. Donc s'il y a de la chaleur, c'est que c'est pas contre vous, encore une fois. Donc n'en faites pas une affaire personnelle, c'est quelque chose qui la concerne, qui a peut-être trait à vous, mais elle le gère comme ça, elle. Et peut-être que ça peut vous aider à créer du dialogue, justement. Parce que ça prouve qu'elle n'est pas complètement braquée et fermée contre vous. Ça crée une possibilité de dialogue. J'ai du mal à le croire, ça. Parce que vous vivez ça, vous vivez les actes et leur comportement comme quelque chose qu'ils vous font contre vous. Or, les mails de votre fils ont l'air d'indiquer, je me sers de ce que vous me dites, qu'en fait, il dit oui, mais j'ai du mal avec la façon dont tu es. Et si eux ont du mal avec la façon dont vous êtes, ils se protègent. Donc c'est pas contre vous, ils le font pour eux. Vous voyez, en termes de système, de là où ça se met pas contre vous, ils sont en protection d'eux-mêmes. Et peut-être qu'en étant un peu plus ouverte à une forme de discussion, ce que vous semblez être, donc vous êtes complètement favorable à ce que les choses changent, et en étant peut-être moins dans le reproche et plus en vous attribuant la responsabilité de vos contrariétés, de vos colères, de ce qui vous va pas. Bien sûr, c'est votre droit de vivre ça, mais pas en le reprochant, en le reprenant pour vous. Vous allez ouvrir un espace entre vous et eux, où le dialogue va pouvoir être possible. Comme dit Brigitte, exprimez ce que vous ressentez, n'exigez pas les choses comme un dû, et vous aurez des surprises.
Oui. Et on ne sait pas ce que vit votre belle-fille, comme dit Brigitte. Donc essayez, Juliette, voyez, d'inverser. Finalement, c'est comme un processus. Les choses restent les mêmes en l'état, mais vous les vivez et vous les mettez pas en musique de la même façon. Et ça change tout dans les relations entre les êtres. D'accord. Bon, vraiment. Je vais essayer. Merci beaucoup. Vous nous donnez des nouvelles, Juliette. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Merci. Au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Sophie. Bienvenue. Bienvenue, merci de nous souhaiter bienvenue. Alors, vous nous appelez pour nous donner des nouvelles, c'est ça? Je vous donne des nouvelles, je voudrais laisser exploser ma joie. Oui. Parce que j'ai 52 ans et je refais ma vie. Formidable. Racontez-nous. Eh bien, écoutez, j'ai eu une vie tumultueuse. Je me suis mariée à 26 ans. C'était un mariage forcé parce que j'étais enceinte. Et puis après, je me suis remariée des années après avec un homme qui m'a battue et qui est mort d'alcoolisme. Et puis là, il y a un an, j'ai rencontré un monsieur d'une façon complètement incongrue. Je sortais d'un tabac, lui est rentré dans le tabac. Il s'est extasié sur mon petit chien. Nous avons pris un café ensemble. Nous avons continué à discuter. Nous avons pris le café ensemble toute l'après-midi. Je l'ai invité à dîner à la maison le soir. Et nous ne sommes plus jamais quittés. Et aujourd'hui, il vient de faire la connaissance de maman pour la première fois. Oui. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Voilà. Et alors, c'est grâce tout ça à votre petit chien, en fait. Comme quoi, les animaux, oui. Comme quoi, oui, vraiment, j'ai un petit Yorkshire qui est une crème d'animal qui est vraiment merveilleux. Et quand je suis sortie du tabac, mon ami s'est précipité sur le petit York en disant « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, il est maître chien, donc il connaît bien les chiens. Il a dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau, votre chien !» Et on a commencé à discuter autour du petit chien. Ensuite, on a bu un café ensemble. L'après-midi nous a semblé courte. Et je lui ai dit, est-ce que vous voulez qu'on finisse par dîner ensemble? Je lui ai sorti les couverts, l'argenterie. Je lui ai fait du poisson que je ne savais pas, mais c'est ce qu'il préférait. Et on ne s'est plus jamais séparés. Et malheureusement, j'ai mené une double vie pendant quelques mois. Oui. Et c'était ça dont je voulais vous tenir nouvelle. Oui. Parce que j'étais très ennuyée par mon ex-compagnon qui n'a pas et qui continue de m'appeler. Oui. Il m'a encore appelé ce soir, qui veut pas nous fiche la paix et qui prétexte qu'il veut demander des nouvelles. Alors, soit c'est de moi, soit c'est de mon ami, parce qu'il connaît mon ami aussi, ils ont fait connaissance. Et voilà. Oui. Et on ne sait plus comment faire pour nous en débarrasser. Et en fait, mais je croyais qu'en fait c'est quelque chose justement sur lequel il me semble vous aviez appelé il y a quelques mois et que vous aviez réussi à régler ou à arrêter justement. Voilà, c'est ce qu'on a pensé, c'est ce qu'on a pensé. Oui. Et il a rappelé. Et mais il rappelle pour dire quoi, pour faire quoi? Pour demander des nouvelles, soi-disant. Oui. Ne me raccrochez pas au nez, je téléphone amicalement pour vous demander des nouvelles. Oui, mais si vous lui dites que vous n'avez pas envie de continuer à discuter. Alors on devient très désagréable avec lui. Oui, j'imagine. Et alors ça ne le décourage pas manifestement. Ça ne le décourage pas manifestement. Il est tellement noyé dans la solitude. Il continue de nous embêter. Mais il appelle quoi, tous les soirs ou tous les jours? Enfin, il appelle plus maintenant. Il est là. Ça faisait 3 semaines qu'il n'avait pas appelé. Ouais. On croyait être débarrassé. Et puis il vient de nous embêter ce soir. Et ça vous a embêté, vous craignez qu'il recommence à appeler très souvent, c'est ça qui vous inquiétait? Voilà, j'ai très peur qu'il continue d'appeler, d'autant plus nous allons nous fiancer, donc il va la prendre. Oui, et vous craignez quelque chose? Pourquoi il va la prendre?
Il va la prendre parce qu'on a tout un réseau d'amis et qu'il y en a bien. Ils sont les mêmes. D'accord. Ce sont les mêmes. Mais alors, il n'est pas si seul s'il y a un réseau d'amis. Vous dites qu'il souffre de solitude. Il souffre de solitude parce que tout le monde l'a rejeté. Tout le monde l'a rejeté. Plus personne ne veut de lui. Ouais. Plus personne ne veut de lui. Il a fait le vide. Il a un gros défaut, c'est qu'il est avare. Il va chez les gens. Il amène sa pizza, il amène sa bière, il n'amène rien pour personne. Il mange sa pizza et il boit sa bière devant ses amis, c'est pas banal ça. Devant ses amis, voilà, c'est pas triste. Oui. Ou alors il prête de l'argent et il appelle la police pour qu'on lui rende 2 jours plus tard. Enfin, il a un comportement complètement fou, il est complètement irrationnel. Un peu intrusif, il a peut-être besoin... Et il a de la famille, non? Il est... Mère qui est complètement folle, on l'a eu au téléphone, elle est complètement folle. Elle l'insulte au téléphone. Parce que sinon, Sophie, c'est une solution un peu radicale, hein, mais après c'est soit de porter plainte, soit de déposer quelque chose, de changer votre numéro de téléphone. J'ai déposé une main courante. Oui, c'est à ça que je pensais, Ouais, j'ai déposé une main courante. Et c'est pas si facile que ça de changer le numéro de téléphone. Oui. Il faut prévenir tout le monde. Oui, c'est vrai. Vous pouvez bloquer. C'est un portable. Vous avez un portable. Vous pouvez bloquer son numéro. J'ai bloqué son numéro. Mais il appelle sur le portable de mon ami. Il faut bloquer le numéro. De son numéro sur le portable de votre ami. Enfin voilà, je voulais laisser exploser ma joie. À 52 ans. Oui, je crois que vous ne laissez pas. On peut faire sa vie. Oui, et puis Sophie, vous ne laissez pas encombrer. Vous voyez, s'il appelle, ça dure le plus court possible. Et j'ai envie de vous dire, vous prenez pas la tête avec cet homme qui vous appelle, puisque vous êtes, comme vous dites, en train de laisser exploser votre joie, restez dans votre joie et ne laissez pas, ces appels porter une ombre au tableau. Vous n'y apportez pas plus d'importance que ça n'en a. Voilà, mon compagnon aussi a eu un accident de vélo gravissime. Il a un tibia avec 8 brosses à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de professions. Pour le moment, il est sous la MDPH. Il en a piqué une dépression. Et là, il sort de sa dépression. Il prend du Séroplex, qui est un médicament qui lui fait beaucoup de bien. Oui. Il retrouve l'appétit. Il ne dormait plus la nuit. Il s'est remis à dormir. Il s'est remis à avoir une vie normale. Enfin, tout baigne. Bon, merci Sophie de nous avoir appelé pour ce témoignage d'espoir et de remise dans quelque chose qui vous va bien et vous rend heureuse. C'est bon de l'entendre en tout cas. Merci à vous. Bonne nuit Sophie. Au revoir. Bonne nuit Sophie. Au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir André. Bonsoir Sophie Peters. Bienvenue. Je suis très heureux d'avoir été sélectionné pour pouvoir vous causer un moment. Oui, avec plaisir. Je suis un monsieur d'un certain âge qui vit tout seul maintenant dans le Morvan. Vous connaissez le Morvan? Ah, c'est beau, c'est une belle région. C'est très sauvage. Mais c'est sauvage, hein, oui. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de... Je n'ai pas beaucoup de voisins. Hein. Oui, il y a pas qui vivent, si, quand même, il y a vous. Oui, j'ai à peu près deux voisins. Alors, deux voisins? Vous voyez un peu, hein. Ah oui. Alors, je risque, vous savez... parce que, avec lesquels vous vous entendez bien, ces voisins? Vous êtes amis avec eux? Oui, j'ai des voisins, c'est des Hollandais là, qui habitent disons à 500 mètres là, de chez moi. Ils sont très sympathiques, oui. Oui. Alors, ma foi, j'ai quelques rapports avec eux. Des fois, on se voit, on s'invite, quoi. Mais parce que depuis 3 ans, j'ai perdu mon épouse, là. Ça va faire 3 ans, là, depuis le mois de décembre, là. Oui. Ah oui, donc vous vous sentez assez seul. Vous habitez dans cette maison et dans le Morvan depuis longtemps? Eh bien, on a fait construire en 77. Oui, ah oui. On est tombé en retraite, on était sur Paris avant, moi j'étais à la RATP. Oui.
Et puis ma femme était dans le prêt-à-porter. Et puis bon, arrivé à un moment donné, on connaissait la région, on est venu se retirer là, quoi. Et puis, c'est-à-dire qu'on n'a pas réfléchi à l'époque, que ce qui pourrait arriver si l'un ou l'autre restait seul. Oui. Parce que ça devient de plus en plus dur, hein. Vous savez, hein. Ouais. Je vais avoir 85 ans. 85 au mois ans. de janvier. Oui, bah dis donc. Alors, pour moi, ça va, là, disons... Oui, vous avez une bonne santé physique. La santé est bonne. Oui. Ça. Mais alors, je vous dis, j'ai perdu ma femme, là, en 2012. Oui. Et alors, ça me fait un grand, grand vide. Ah, mais oui, j'imagine. Hein, on avait tout à l'heure Nathalie, qui en parlait aussi, 63 ans, qui avait perdu son mari il y a 5 mois, qui disait qu'elle se remettait pas. Bien sûr, après tant d'années, une vie tricotée ensemble, toutes ces années. Et vous avez des enfants, André, ou des petits-enfants ? Mais moi et ma femme, on avait quand même 60 ans de mariage. Hein. 60 ans de mariage, oui. On s'est mariés le 14 février 53, le jour de la Saint-Valentin. Ah oui, c'est magnifique, ça. Oui, vous voyez, on a été heureux. Oui. Et vous avez eu des enfants ? Vous avez des petits-enfants ? On a eu 2 garçons. Oui. Mais on en a perdu un, le plus jeune, en 91, à 31 ans. Oh là. Oui, c'est triste. Il a eu un malaise chez lui, il était cuisinier à la maison de retraite à 12 km de chez nous, là. Oui. Et puis, il s'est mal reçu, il est mal tombé, disons. Et le docteur l'a mal aiguillé pour l'hospitaliser. Oui. Et puis, après, il a fallu le transporter en hélicoptère dans un grand centre où il a passé les examens. Et puis, le temps a fait que le temps perdu se rattrape pas. Oui. Il a pris l'osocomial, il est tombé dans le coma et puis il est décédé à 31 ans. Oui. Il avait une petite fille de 6 ans. Ah oui, c'est une épreuve terrible pour vous, hein. Ouais, de perdre... Et donc cette petite fille de 6 ans aujourd'hui, Elle a 30 ans. Elle a 30 ans, voilà. Je l'ai vue il y a 15 jours, elle est venue, elle a formidable. 2 enfants. Oui. 2 garçons. Donc vous avez la visite de votre petite fille et de... Pas souvent. Pas souvent. Elle est venue il y a 15 jours. Sur Paris. Oui. Elle vient pour les vacances chez vous, dans le Morvan ? Elle est paxée avec un monsieur, un jeune homme qui habite à 12 km, là, qui est dans la région. Ah, donc elle va peut-être revenir... Alors, elle revient souvent voir sa mère, déjà. Oui, parce que sa mère est dans la région, toujours. Oui, elle est à 12 km de chez moi, là. Et elle vient souvent vous voir, votre belle-fille ? Ah non. Non, parce que depuis le décès de notre fils, ça va pas du tout. Ah, elle a pas de contact. Ah, depuis le décès de votre fils, vous avez perdu... vous avez un contact avec votre petite fille, mais pas avec votre belle-fille ? Non, la belle-fille, non. Elle est particulière. Hein. Ah oui. Ce serait très compliqué à vous expliquer. Oui, c'est compliqué, ces histoires de famille. Et votre autre fils, André, comment ça se passe avec lui ? Lui, il a 63 ans maintenant, là. Ah oui ? Il est né en 53, vous voyez. Oui. Nous, on s'est mariés en 53. Lui est né au mois de décembre, alors. Oui. Et puis, malheureusement, là, il est en retraite, lui, depuis 4 ans de l'EDF, lui, bon. Et puis, pof, d'un seul coup, ça fait 2 ans, il a pris une tumeur dans la bouche. Oh là. Oh alors, chimio. Oui. Et puis, c'est pas encore fini parce qu'ils sont obligés d'y enlever toutes les dents. Alors, il a des difficultés pour manger, bien sûr, et puis il est toujours en observation. Il va toutes les semaines à Dijon. Allô ? Oui, je vous entends, André. Oui, vous étiez parti. Non. Oui, j'ai quitté le micro, je suis sortie du studio. Oui, alors vous voyez, c'est pas rose, hein. Non, c'est pas... Oui, pour vous, c'est des épreuves lourdes à supporter en étant seul en plus, sans votre épouse. Ah oui, c'est un vide, ça. Ouais. Et votre fils aîné, lui, qui a ses problèmes de santé, il a eu des enfants, vous avez des petits-enfants que vous voyez de ce côté-là ? Oui, il a garçon et fille, lui. Oui, et eux, vous les voyez un peu ?
Le fils, je le vois, il habite à 2 km, lui. Là, hein. Il peut s'occuper, voilà, et donc il peut prendre un peu soin de vous si vous avez besoin. Non. Et déjà, il a assez à faire avec sa santé. Hein. Par contre, je vais le voir. Oui, moi. Je parle de votre fils aîné. Non, je pensais aux petits-enfants. Excusez-moi. Les petits-enfants, oui. Il a le fils aîné. Il vit encore avec eux chez eux. D'accord. Hein. Il a bientôt 35 ans maintenant. Et puis donc sa sœur Aurélie, qui habite dans Lyon, elle a eu deux enfants, un garçon et une fille. Oui, donc ça fait, voilà... Alors, je la vois de temps en temps quand elle vient chez ses parents, là. Oui, là, vous les voyez. Oui. Mais c'est vrai que vous avez raison, André, ça fait pas une compagnie quotidienne. Hein, non, c'est le quotidien qui pèse. Et puis la solitude, surtout le soir, vous savez. C'est le soir, oui. Ça me pèse terriblement. Dans la campagne. Vous avez un chien, des animaux avec vous? Non, on n'en a plus de chien, madame. On n'en a plus. Par contre, j'ai des amis là qui habitent pas trop loin. Oui. Alors le soir, vous dînez ensemble. J'ai fait un voyage avec eux là. Oui. Dans le Tyrol. Alors ça m'a changé un petit peu, quoi. Oui, ça vous a changé les idées. Et puis j'ai encore une sœur qui est sur Paris et puis 3 nièces. Alors ma sœur, vous vous rendez compte, elle a 89 ans. 80. Dites-moi, dans la famille, hein, vous avez une bonne santé. Elle, ouais. Et elle, pourquoi vous entendez bien? Pourquoi vous feriez pas un peu de chemin ensemble de temps en temps, quelques mois? Pourquoi elle viendrait pas passer quelques mois d'été là dans le Morvan avec vous à 89 ans, non? C'est moi qui monte à Paris. Ah, c'est vous, d'accord. Elle habite dans la région parisienne. Et alors, je vais la voir parce que tous les ans, on fête son anniversaire. Bien sûr, c'est au mois de novembre, elle. Et vous restez quelque temps à ce moment-là? Oui, je reste à peu près un mois. Un mois. Et elle vient passer quelques mois avec vous? Elle se déplace de moins en moins, mais elle vient avec une de ses filles, sa fille aînée, Nicole. Oui. Parce qu'ils ont une maison, c'est une veuve là, à côté, là, à 2 km de chez moi. Alors, ça fait un peu avec les 2 autres nièces. Oui, un peu de vie. Est venu, voilà, ça fait des repas de famille, oui. Mais après, une fois que c'est parti, c'est... Et oui, hein. Le vide encore plus. Là, c'est l'été en plus qui viennent, oui. Alors, si je pouvais communiquer avec des fois des gens comme ça... Bien sûr, vous avez bien fait d'appeler André. Et puis évidemment que si des auditeurs se manifestent ou j'en appelle à ceux qui sont dans votre région, dans le Morvan, il y a peut-être aussi des gens très seuls dans votre région qui seraient très heureux sûrement. Mais oui. Et c'est vrai que vous avez bien fait de lancer ce message ce soir comme une bouteille à la mer, bien qu'il n'y ait pas de mer dans le Morvan, mais je dis souvent que le studio d'Europe 1 est tout bleu, donc c'est vrai que ça fait un peu mer, hein, voilà. Donc on peut lancer des bouteilles dans le studio d'Europe 1. Et heureusement que je sors beaucoup, je conduis encore ma voiture, hein, et je sors le plus souvent possible, hein. Oui, on sent alors à votre voix et dans tout ce que vous nous racontez, 84 ans, je suis persuadée qu'on a tous envie, quand on vous écoute, d'avoir cette forme-là à votre âge en tout cas, André. Ah oui, vous savez, on est un peu programmé. Hein. Ben oui, comme vous dites, on est un peu programmé, on ne sait pas trop ce qu'on nous réserve. Ma femme, j'ai jamais vu malade en 60 ans de mariage, et puis en 3 mois de temps, ils ont diagnostiqué un cancer du poumon. Elle n'a jamais fumé, elle n'a jamais fait d'excès. Eh oui. Alors comment voulez-vous comprendre des choses comme ça? Je crois qu'il n'y a rien à comprendre, André, sur les vies et sur comment finalement les choses nous arrivent en termes de santé. Quelquefois il n'y a pas de choses à comprendre. Et vous savez, je me demande là, au sujet de mon fils aîné là qui a cette tumeur là. Eh bien, je me demande si c'est pas suite, des fois, au décès de sa maman, que ça l'a peut-être, vous savez, des fois... Oui, c'est possible. C'est possible, André. Des fois Oui, bien sûr. Oui, parce que on est corps, âme et esprit, et que nos maladies physiques parlent aussi de nos ressentis, de nos vécus psychologiques, et notre corps exprime des douleurs également que l'on ressent dans notre cœur et dans notre âme. Vous avez raison. Exact. Et il peut y avoir des liens très forts entre les deux, bien entendu. Oui. Ouais.
Oui. Donc, il faut assumer, vous savez. Hein. Alors, il y a Chantal qui laisse son numéro pour vous, André. Voilà, qui vous trouve très agréable, voilà, à écouter. Je prendrai peut-être après. Bien sûr, Quentin va vous rappeler hors antenne et on vous le donnera hors antenne. Et puis, je vous lis le message de Joey Ramone, voilà, qui va vous réchauffer aussi un peu le cœur et votre maison, qui dit il a l'air sympa et touchant, ce monsieur, envoyez-lui le bonjour de Joey Ramone. Donc, c'est gentil alors. Voilà, donc vous avez le bonjour des auditeurs. Et puis, vous savez, André, nous sommes là en toute fin d'émission, donc quelquefois, il arrive que les SMS nous arrivent un tout petit peu après, mais surtout pas d'inquiétude. Voilà, Quentin et Corentin veillent avec moi, on veille sur cette émission et on regardera bien entendu les messages qui arrivent pour vous. On sera ravis de vous les transmettre, André. Et puis, qui sait, peut-être des auditeurs qui aimeraient passer quelques jours de vacances dans votre jolie région pour aller marcher. Vous faites peut-être des belles balades. Oui, il y a des belles balades faire par chez vous. Très beau, Ouais. Vous marchez, vous, un peu, André? J'essaye de sortir le plus possible. Mais oui, c'est ça. De rester en forme. Mais oui, c'est ce que j'entends tous les jours. Vous allez marcher. Il faut assumer quand même, même à la maison, je fais mon ménage, ma cuisine. Oui. L'entretien, et puis, vous voyez, j'essaye de rester le plus fort possible. Oui, c'est une maison ancienne que vous avez? Non, on a bâti ça. Oui, 77. Oui, vous m'avez dit, oui. Elle a 39 ans. Elle a 39 ans, la maison. Mais enfin, c'est vous qui bricolez, qui l'entretenez, c'est toujours du travail. Jusqu'à présent, mais maintenant, vous savez, j'ai 1800 mètres de terrain, alors maintenant, je prends quelqu'un pour tourner la pelouse. Oui, qui vient vous donner un coup de main. Oui, ça c'est bien. Tailler les arbres, vous savez. Oui, c'est sûr. Quand même pas trop... Non. Oui, il faut pas prendre trop de risques quand même. Il faut diminuer la prise de risque là. André. Oui, il faut être modéré dans tout. Oui, oui, c'est l'amitié qui me manque, vous voyez. Mais c'est l'amitié, bien sûr. Vous avez raison. C'est mortel. Oui, c'est mortel. Vous avez raison. J'aime bien causer, alors vous savez. Oui, j'entends. Et puis c'est agréable d'échanger avec vous. Il y a Anne qui laisse aussi son numéro pour vous. Donc vous avez bien fait de nous appeler, André. Et j'espère que tous ces numéros, des prochaines amitiés vont vous réchauffer un peu dans votre maison du Morvan. Je vous embrasse, André. Sophie, oui. Je raccroche et puis Quentin me rappelle ou quoi? Oui, Quentin. Oui, non, Quentin va vous reprendre tout de suite. Je vous embrasse. Je vous embrasse, André. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Merci. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous souhaite une très belle et très douce nuit et je vous laisse en compagnie de Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. On se retrouve demain à 23h.